Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session qui s'intitule DevOps et Data Visualisation, un amour si impossible. Aujourd'hui, Jérôme et moi allons vous faire un retour d'expérience sur un projet qui a été mené chez un client du secteur de l'énergie et dans lequel Jérôme et l'équipe projet ont pu mettre en place les pratiques de certaines pratiques DevOps sur un projet d'industrialisation de data visualisation. S'il y a quelque chose à retenir de notre présentation d'aujourd'hui, c'est que l'amour entre les pratiques DevOps et les projets de data visualisation est possible, mais il n'est pas sans embûches. Des embûches qui sont dues à deux histoires différentes qu'on va vous présenter lors de ce talk. Avant de commencer, je vous propose de me présenter. Donc, je m'appelle Nidal Safta, je suis manager chez Octo Technologies et je suis responsable d'une équipe d'experts passionnés de data visualisation. Jérôme Lambert, je suis consultant en data au sein de l'équipe de data visualisation chez Octo. Comme vous l'a dit Nidal, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de vous partager un retour d'expérience autour du DevOps et de la data visualisation. Il y a eu certaines douleurs au moment du projet, et peut-être que cette illustration d'un échange que j'ai pu avoir avec Ongviet, Ops, sur le projet, vous en dira un peu plus. On a commencé le projet, il m'a demandé tout simplement comment, dans mon travail en data visualisation, avec les outils éditeurs, nous versionnons notre travail. Je lui ai dit, il n'y a pas besoin de versionner, tout est dans le cloud. Ah, il m'a demandé, et les tests, comment vous faites? Les tests, c'est assez facile, on regarde, on prend des cas très particuliers, représentatifs, on fait des extractions vers Excel, on recalcule à la main, et puis après on considère que c'est bon. Là, Ongviet, il commence un peu à transpirer. Puis après, il me dit, et le déploiement, ça se passe comment? Facile, on est sur un outil low-code, no-code, j'appuie sur un bouton et c'est bon, c'est déployé. Là, on s'est rendu compte des deux parties qu'il y avait sûrement une petite douleur et un petit travail à faire sur ces différents points. Je me rappelle, Jérôme, lors des différents échanges que nous avons eus autour de ce sujet, toi et l'équipe de data visualisation, qu'il y avait vraiment cette différence de culture et de pratique entre notre équipe de data visualisation et les équipes back et ops. Et ça crée quelques frictions dans l'équipe, mais des frictions assez positives parce que vous avez voulu relever ce défi et voir comment mettre en place ces pratiques-là sur un projet de visualisation. Avant de commencer en fait à vous faire le retour d'expérience, ce que je vous propose, c'est d'aller un pas en avant, voir l'histoire des pratiques DevOps et voir l'histoire de la data visualisation pour comprendre en fait pourquoi il y a des différences de pratiques, pourquoi il y a une incompréhension entre les deux mondes jusqu'à pas très longtemps. Commençons par la business intelligence. Donc, la business intelligence qui est la mise à disposition d'informations pour prendre des décisions sensées a été décrite pour la première fois en 1865. Entre-temps, il y a eu pas mal de concepts et d'outils qui sont apparus. À partir des années 70, il y a eu l'apparition des bases de données relationnelles, des feuilles de calcul. Les premiers outils de data visualisation modernes ont vu le jour, MicroStrategy, SAP BO, Qlik, Tableau en 2004. Et puis à la fin, il y a eu Looker et Microsoft Power BI en 2014. Ces outils-là, ils ont une histoire, c'est qu'ils se sont créés, ils sont vus le jour en fait, avant l'apparition même des concepts DevOps. Pourquoi? Parce que les concepts DevOps ont été décrits pour la première fois en 2007 et puis exposés lors de conférences en 2009. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en termes de méthodologie, il y a eu également l'apparition du bouquin Accelerate, que je vous recommande vivement de lire, qui décrit en partie ces aspects qui permettent d'accélérer la delivery et qui est apparu en 2018. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, on a les principaux outils de data visualisation qui ont vu le jour avant la création même des concepts DevOps, et de l'autre côté de l'histoire, c'est les concepts et les méthodologies DevOps qui sont apparus courant année 2010.
Pour mieux aussi comprendre l'histoire de la data visualisation, je souhaite vous raconter une anecdote. Donc moi, j'ai commencé ma carrière en 2010. En 2010, j'arrive tout jeune, sorti d'école. Une des premières demandes qui m'a été adressée dans un projet, c'est de rajouter un axe d'analyse dans un rapport pour les clients. Le client fait sa demande. Mon équipe fait la demande à la DSI pour avoir cet axe d'analyse et nous fournir la donnée pour pouvoir la restituer à notre client. Et la DSI prend 1 an pour pouvoir réaliser et nous mettre à disposition ce champ. Après, nous, on a pris 2 mois à sortir et à restituer ça dans Excel. À ce moment-là, la BI était très lente. Les besoins pouvaient durer des années, enfin 1 année ou plus, des mois en tout cas, pour pouvoir leur permettre et les mettre à disposition des utilisateurs. J'ai continué dans le monde de la BI. Après, vers les années 2015-2016, il y a l'apparition de ce qu'on appelle le Visual Analytics. À titre personnel, je travaillais sur des outils de data visualisation comme Qlik. Et là, on est en contact d'outils qui vont permettre aux utilisateurs de construire leur propre dashboard, même s'ils sont en métier, de faire des analyses guidées, des analyses poussées. Et aujourd'hui, très simplement, je peux prendre mon téléphone portable, écrire en langage naturel ma requête et puis avoir mon KPI, mon dashboard, mon indicateur à ma disposition. Et même encore, plus certains éditeurs, quand on est en train d'explorer, ils permettent également, grâce à la voix, de demander à mon application mobile, peux-tu me donner le chiffre d'affaires sur le dernier mois, et j'aurai mon chiffre d'affaires. Donc, il y a une évolution incroyable de l'interaction entre individus et données qui est représentée par une accélération d'accès à la donnée. Et ceci s'explique parce qu'aujourd'hui, depuis les années 2010, il y a eu 3 nouveaux paradigmes. Donc, premier paradigme, c'est l'omniprésence de l'intelligence artificielle, donc ce qui facilite les interactions avec la voix, etc. Il y a également l'accès rapide et instantané à la donnée grâce au téléphone mobile et grâce à d'autres devices. Pour l'anecdote, aujourd'hui, on a plus de brosses à dents, on a plus de téléphones mobiles dans le monde que de brosses à dents. Et troisième aspect, c'est l'explosion de la donnée grâce au big data. Si on revient sur cette explosion de données, avant, en fait, la source principale de l'information et de la donnée était l'entreprise. Actuellement, en plus des sources fournies par l'entreprise en termes de données, il y a également les utilisateurs qui, eux, ils vont créer leurs propres données. Ceci a permis une augmentation, comme on a dit, de la donnée. Ça a également changé le mode de stockage des données et ça a permis de faire évoluer les architectures, les rendant plus complexes. En termes de delivery, il y a également un changement dans les méthodes de delivery, plus axées sur les utilisateurs et plus accélérées et permettent de donner aux utilisateurs accès à des produits finaux très rapidement. Donc il y a eu également une accélération du time to market. Ce qu'il faut comprendre dans l'approche DevOps, c'est que ça s'organise sur plusieurs axes. On se met dans le contexte du projet, on ne peut pas aborder tous les axes, ce n'est pas possible. Donc en discutant justement avec Ongviet, notre LOPS, de voir quels sont les axes sur lesquels on pourrait travailler, les axes qui auraient le plus d'impact rapidement pour nous, il y en a 3. Le contrôle de version, l'automatisation des tests et l'automatisation du déploiement. Voici les 3 axes sur lesquels nous sommes employés à travailler. Pour ma part, quand j'ai commencé à découvrir les concepts DevOps, une phrase m'a vraiment marqué. C'est une phrase qu'a dit Tanguy, un consultant Ops, lors d'un podcast. Ce qu'il disait, c'est que je passe 80% de mon temps à automatiser. Et mon but, c'est de me rendre inutile. Pour se rendre inutile, on automatise les infras, on va automatiser la collecte de données, on va automatiser l'intégration, les tests. Sur la partie back, toutes ces pratiques-là sont bien ancrées. Ces pratiques, elles sont bien là. Lors du projet qu'a réalisé Jérôme, donc,
quand Jérôme a étudié avec l'équipe la partie front, donc ils ont remarqué que l'automatisation des tests ou du déploiement ou le versionning n'était pas au point. En tout cas, n'était pas sur les pratiques DevOps. Une question légitime qui se pose. Pourquoi des personnes qui sont issues de mêmes écoles, de mêmes universités, qui ont fait les mêmes études, aujourd'hui ne font pas les mêmes pratiques ou n'ont pas la même culture et les mêmes pratiques entre le front, la data vis et le back? En effet, quand on regarde, les ingénieurs sortent généralement des mêmes écoles. Ensuite, ils décident de se spécialiser plutôt au niveau back, et puis d'autres choisissent plutôt la data visualisation. Quand on arrive dans le monde de la data visualisation, il y a de fortes chances pour que l'on travaille avec les outils éditeurs. Et comme l'a dit Nidal, beaucoup d'éditeurs sont apparus avant la méthodologie et l'approche DevOps. Donc nos étudiants, quand on reprend à la source ces ingénieurs, on leur a appris l'automatisation, on leur a inculqué cette culture de l'automatisation. Mais finalement, derrière, ils ont été contraints de travailler avec les outils qui étaient mis à leur disposition et la disponibilité technique des outils. Et de façon un petit peu insidieuse, ils ont donc travaillé avec ces contraintes-là, puis ils ont partagé ces méthodes de travail avec les nouvelles personnes qui arrivaient sur le marché du travail, notamment de la data visualisation. Et finalement, de fil en aiguille, il y a cette culture de la non-automatisation qui a disparu dans les pratiques de data visualisation, alors qu'elles étaient à l'origine auprès des étudiants. Deux histoires, deux cultures et deux pratiques. Par contre, ce qu'on a prouvé, ce qui a été prouvé lors de ce projet, c'est qu'il y a de l'espoir. Nous pouvons concilier ces deux personnes. L'amour est possible entre la data vis et le DevOps. Pour adresser et vous démontrer ceci, on va vous présenter 3 leviers. Comment améliorer le versionning, comment automatiser les tests et comment automatiser les déploiements. Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le versionning? Bien sûr. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, là on se met vraiment dans le cadre du projet. C'est un projet de déploiement de rapports avec l'outil Microsoft Power BI. On a un développeur qui développe en local sur son ordinateur. Derrière, une fois qu'il a terminé son développement, ses visualisations, il va les publier, son travail, dans le cloud de Microsoft. On pourrait s'arrêter là. Traditionnellement, c'est fait. Par contre, après, généralement, ce qui se passe, c'est que le développeur va faire des copies de son travail, une V1, une V2, une V10, une V12 sur son ordinateur, en essayant de se souvenir, dans la version 1, j'ai déployé telle fonctionnalité, puis dans la version 32, j'ai déployé telle fonctionnalité, et c'est un petit peu difficile de comprendre, de suivre le travail. Et lorsque cette personne part en vacances, sort du projet, comment faire pour récupérer les fichiers? Pas forcément très pratique. Là, ce que l'on a pu faire, c'est d'utiliser Azure DevOps. Et une fois que le développeur avait sauvegardé son travail dans le cloud de Microsoft, ensuite de faire une sauvegarde dans Azure DevOps à travers ce qu'on appelle donc un commit. Et lors de cette phase de commit, il pouvait commenter le travail qui avait été fait. Et commenter en utilisant par exemple le numéro du ticket qui correspond à la fonctionnalité développée, au bug qui vient d'être résolu. Les grands avantages, c'est qu'il y a une véritable tranquillité d'esprit. On sait que tout le travail est accessible à tous les développeurs sur le projet dans Azure DevOps. Et en local, le développeur en data visualisation n'a plus qu'un seul fichier. Très pratique. Les avantages, on ne va pas les lister intégralement, on ne va pas faire une liste à la Prévert. Au niveau des inconvénients, parce qu'il y a quand même un petit prix à payer, c'est que cela rajoute une tâche supplémentaire pour le développeur. Il avait sa publication dans Microsoft Power BI, mais maintenant il doit également sauvegarder dans Azure DevOps. C'est une tâche qui ne prend pas beaucoup de temps, donc ce n'est pas très grave. Ce qui prend plus de temps, c'est un changement de pratique. C'est un changement de culture, un changement d'approche. Aussi bien pour soi-même, mais aussi s'assurer envers les autres membres de l'équipe qu'ils adoptent ces pratiques-là. Et inversement, ces autres membres de l'équipe, de nous rappeler si jamais on oublie une journée de faire cette sauvegarde sur le cloud. Le premier challenge a été réussi. Peux-tu nous en dire plus sur le versionning des tests, Jérôme? Les tests, c'est une autre affaire. De quel test parle-t-on? On va mettre un cadre, on va poser un cadre. C'est le cadre de test de non-régression.
Une fois qu'on a posé ce cadre, il faut savoir quel type de test on veut faire. Est-ce que l'on veut tester du code ou est-ce que l'on veut tester des données? Ensuite, est-ce que Microsoft nous permet d'avoir un outil qui expose un outil qui nous permet de tester? Pas vraiment. Pour ça, on a utilisé un outil non natif de Microsoft qui s'appelle DAX Studio, mais qui s'intègre très très bien à l'environnement Microsoft. Avec cet outil-là, nous avons pu donc écrire du code qui nous permet donc de lister, d'écrire tous les tests que l'on souhaite faire. Et à partir de là, on va pouvoir, par rapport à ce plan de test, enrichir, les développer et à la fin pouvoir les lancer et avoir 50, 100, 150 tests qui vont pouvoir s'exécuter d'un seul coup en quelques secondes. Et à la fin, nous aurons un tableau nous permettant de lister quels sont les tests qui ont réussi et quels sont les tests qui ont échoué et ensuite être capable de prendre des actions par rapport à cela. Car au final, c'est ça qui est important, prendre une action par rapport aux résultats qui sortent. Les avantages, très facile. On peut aussi bien connecter notre DAX Studio au cloud de Microsoft si l'on veut faire des tests sur les données. Est-ce que les données que l'on utilise en production sont toujours bonnes? Et on peut aussi tester en local avec des inputs, des data que l'on maîtrise en entrée et en sortie. On peut versionner également notre fichier de test. Certes, ça reste du versionning de fichiers binaires, mais ça marche très bien. Au niveau d'une réduction du goulot d'étranglement, comme on a pu automatiser en partie ces tests-là, notre fiabilité est augmentée. On peut livrer plus rapidement. Et au final, c'est ça qui importe quand on garde le mindset DevOps, c'est ça qui est important. L'aspect financier, très limité. DAX Studio est gratuit. Le seul coût qu'il y a, c'est du coût de développement, d'écriture de code, mais comme au niveau du bac. Au niveau des inconvénients, ce n'est pas quelque chose, c'est de la semi-automatisation, pour être franc, puisque c'est quelque chose qu'on va exécuter où il n'y a pas d'API, on ne peut pas le lancer en ligne de commande. Donc c'est quelque chose qui va être semi-automatisé, mais c'est quand même un véritable plus. Dans cette histoire d'amour, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, Jérôme a présenté 2 grandes étapes qui ont été réussies et franchies. Et le versionning et l'automatisation des tests. Il reste le 3e volet, un des plus importants, qui est l'automatisation des déploiements. Jérôme, est-ce que vous avez réussi? On a réussi. Avant de rentrer dans la solution complète, voyons comment ça se passe d'un point de vue théorique. Si vous vous souvenez, on avait notre publication dans le cloud de Microsoft, mais on avait aussi notre partie de sauvegarde dans Azure DevOps. Azure DevOps, c'est notre source référentielle. C'est là où se situe la vérité. Point. Et à partir de là, nous avons nos fichiers qui contiennent les rapports, les jeux de données, que l'on va devoir déployer dans les différents environnements de dev, de test et de prod, tout en respectant la ségrégation des environnements. Ça, c'est pour la partie théorique. Au niveau de l'approche, le cadre global de l'approche, c'est une approche fail fast. Gardons en mémoire que nous sommes dans le cadre d'un projet dans lequel nous devons livrer continuellement de la valeur au client. Et en parallèle, on essaye d'automatiser certaines choses, dont le déploiement. Donc le temps est compté. Dans le cadre du déploiement, que doit-on faire au final? On a besoin d'être capable de se connecter à Power BI. On doit être en mesure de déplacer notre fichier dans Azure DevOps vers les environnements de dev, test, prod, mais en même temps de mettre à jour notre fichier. Pourquoi le mettre à jour? Puisque quand on déploie pour la première fois, on a développé une nouvelle fonctionnalité, on le déploie en dev, facile. Quand on met à jour pour une résolution d'une fonctionnalité, la résolution d'un bug, il va falloir mettre à jour ce fichier qui a été précédemment déployé. Microsoft expose une API que nous avons pu exploiter. Et quand on regarde le bilan par rapport à ce déploiement, qu'avons-nous été capables de faire? Nous connecter au répertoire, pas de problème. Déplacer un fichier d'un point A à un point B, pas de problème. Connecter les rapports à leur jeu de données, pas de problème. On pourra y revenir éventuellement dans la session de questions et réponses parce que ça, c'est quelque chose d'un peu spécifique où nous avions choisi la stratégie d'avoir un fichier contenant le jeu de données et des fichiers contenant les visualisations, les deux étant connectés. Et ce n'est pas forcément si simple que ça lors des processus de mise à jour. La résolution du conflit utilisateur versus machine réussit.
pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais on pourra y revenir, puisque là, quand nous avons fait les tests au début en se connectant personnellement. Jérôme s'est connecté pour faire le test. Ongviette s'est connecté pour faire les tests. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer cela dans une chaîne de CI/CD. Et donc, que ce soit une machine qui exécute automatiquement le déploiement. Ça, pour cela, il y a une approche vraiment fail fast. On a appris, on a échoué, on a appris, on a recommencé pour comprendre comment tout ça doit s'orchestrer. La mise à jour des paramètres. Si vous vous souvenez, nous avions dev, test, prod. Il faut chaque fois qu'on déplace les jeux de données, que les jeux de données puissent se connecter aux bases de dev, aux bases de test et aux bases de prod. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas réussi à maîtriser. Et globalement, et le dernier point, est-ce que finalement nous l'avons mis en production? Est-ce que nous l'avons intégré dans une chaîne de CI/CD? Oui, nous l'avons intégré dans une chaîne de CI/CD, mais non, nous ne l'avons pas mis en prod. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on regarde rétrospectivement, nous avons commencé le projet en avril 2020. En mai 2020, Microsoft Power BI a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le pipeline de déploiement. Le pipeline de déploiement, pour comprendre comment cela fonctionne, c'est que vous créez un environnement de travail, un workspace, de dev, dans lequel vous mettez vos fichiers. Une fois que vous avez terminé votre dev, vous appuyez sur un bouton. On est sur du clic-bouton, du low-code, no-code. On appuie sur un bouton, on déploie en dev, en test. Et pareil, une fois qu'on est satisfait, on réappuie sur un bouton et on déploie en production. Microsoft a même pensé à rajouter une fonctionnalité nous permettant de mettre à jour les bases de données, cette fois de nous connecter non plus à un environnement de dev mais de test, et pareil pour la prod. Et à la fin, d'être même capable d'appuyer sur un bouton, encore une fois, pour mettre à jour notre application qui est exposée aux utilisateurs finaux. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons utilisé. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'en mars 2021, cette année, donc, Microsoft va intégrer ce pipeline de déploiement dans Azure DevOps, où là, nous allons avoir la possibilité d'intégrer ce pipeline dans une véritable chaîne de CI/CD. Et ça, c'est quelque chose que nous allons tester. Quand on compare les deux, le pipeline de déploiement par rapport à la chaîne de CI/CD, j'aime bien commencer par le niveau de compétences demandé. Dans le cadre du pipeline de déploiement, les compétences requises sont nulles. Connaître un petit peu Power BI, mais c'est tout, pas de compétences particulières. Dans le cadre d'une chaîne de CI/CD, il est bon de savoir maîtriser comme le langage pour interagir avec une API, et cela demande quelques compétences. Et au niveau du versionning, puisqu'on en a parlé au début, le versionning avec le pipeline de déploiement, c'est un versionning qui se passe grâce à SharePoint et OneDrive. C'est bien, mais ça n'aura pas la qualité avec un répertoire Azure DevOps dans lequel nous pouvons faire des commits et commenter véritablement le travail que nous avons fait. Une petite anecdote. Quand nous avons commencé à travailler sur ce déploiement automatisé, nous avons subi quelques échecs au début et nous avons contacté Microsoft. Nous avons discuté avec eux et Microsoft nous a regardé avec quand même des grands yeux en nous disant « mais c'est pas possible ce que vous voulez faire ». À notre connaissance, ça n'a pas été fait. On a pu échanger, on a récupéré quelques informations et ça nous a permis d'avancer. Et une deuxième anecdote, parce que peut-être que certains sont déjà en train de le faire, d'aller regarder sur Google, est-ce que DevOps et Microsoft Power BI, c'est possible? Ils vont trouver sûrement un article que beaucoup de mes collègues m'ont envoyé en me disant « regarde, c'est possible ». Je dis oui, maintenant il faut lire l'article complètement, parce que l'article sur lequel vous êtes probablement tombé met en avant une extension qui s'appelle Actions. Cette extension, effectivement, simplifie le travail de déploiement automatisé. Elle permet certaines actions, mais pas toutes. Et quand on le regarde de plus près, il faut faire attention, c'est que cette extension n'est pas certifiée par Microsoft. OK pour l'utiliser, mais attention à la sécurité derrière. En prenant de la hauteur et en faisant un bilan global de cette mission, je retiens deux choses principales. Une coopération au sein de l'équipe. Comme l'a dit Nidal tout à l'heure, côté data visualisation, côté back, nous sommes venus avec nos cultures différentes. On a appris à se connaître, on a appris à connaître les pratiques des uns et des autres, et nous sommes tous montés en compétences. Non seulement au niveau des ops, comprendre comment fonctionne la data vis, mais aussi nous, côté data vis, comprendre les principes de l'ops et comment les appliquer. D'une façon globale, ça a permis une fiabilisation du produit, d'être capable de livrer plus rapidement avec plus de sérénité. Et je vais renouveler à nouveau la cerise sur le gâteau,
c'est qu'en termes de coûts, tout ce que nous avons utilisé était soit déjà inclus dans les produits Microsoft, soit étaient des outils qui étaient gratuits. Le seul coût qu'il y avait, c'était un coût humain pour rédiger les lignes de code. Et je laisserai Nidal terminer sur une vision plus globale avec les outils. Ce projet nous a permis, l'équipe de data visualisation, de prendre conscience de l'importance des pratiques Ops. Donc Jérôme et Asma qui étaient dans le projet, ils nous ont expliqué les contraintes des uns et des autres, la culture, les pratiques, et ça nous a permis de monter en compétence sur ce sujet-là. Deuxième point très important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la conviction forte qu'un projet d'industrialisation, de data visualisation, doit prendre certaines de ces pratiques-là et les mettre en place. C'est pour cette raison que l'équipe s'est penchée à analyser comment les différents éditeurs interagissent ou mettent en place ces pratiques-là. On a décelé 3 grandes familles. Donc Looker, qui a été créé en 2012, permet d'une manière native de mettre en place le déploiement continu. Et on l'a mis en place dans un grand projet, le premier plus grand projet Looker en France, chez un client du retail. D'autres outils qui, eux, ils vont soit acheter des briques comme Qlik qui a acheté Qli pour permettre de mettre en place une partie de ces pratiques-là, ou Microsoft qui fait du développement interne, et d'autres éditeurs avec qui on va travailler, et nous sommes actuellement en train de travailler pour voir comment mettre en place ces pratiques. Et aujourd'hui, on se focalise sur Qlik, sur une autre partie des pratiques DevOps pour Qlik, et sur Tableau. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous raconter la suite de l'histoire. Merci. Merci.